Parlez-vous d'argent avec votre partenaire? Est-ce que vous faites des dépenses en cachette? Splittez-vous toutes 50-50 ou en fonction de vos revenus? Est-ce que l'amour vous rend aveugle jusque dans le portefeuille? On discute de cash, ce tabou plus grand que le sexe, avec Hélène Bello et Delphine Lebet, auteurs du livre L'amour et l'argent, guide de survie en 60 questions. Je commence avec une question essentielle. Est-ce qu'une personne très gratteuse peut faire couple heureux avec quelqu'un qui adore flober son cash? En fait, moi j'ai envie de dire, la question d'argent cache les valeurs. Alors, s'il y a deux façons de voir l'argent très, très différentes, c'est probablement parce que les valeurs qui sont derrière sont différentes. Un couple, par exemple, qui gère séparément parce qu'ils ont des façons de voir tellement différentes, on pourrait s'imaginer que quand vient le temps de faire préparer les vacances, par exemple, il y en a un peut-être qui voudrait être en camping alors que l'autre se verrait plus à Las Vegas. Ou même pire encore, qu'il y en a un qui souhaiterait partir en vacances alors que l'autre n'a plus un sou pour le faire. Donc, ça peut être difficile, disons. Ça risque de se chicaner un peu. Oui. Mais au Québec, est-ce qu'on parle de notre mode de gestion en couple? Non. C'est extrêmement tabou. Mais la manière dont on gère l'argent, c'est à peu près un des sujets dont on parle le moins par rapport au couple. Pourquoi? Il y a sans doute des questions historiques, une espèce de gêne par rapport à ça, mais c'est aussi tout le rapport amoureux, parce qu'il y a cette idée justement que l'autre et le couple doivent passer avant ses intérêts personnels, puis dès qu'on parle d'argent, on passe pour intéressé. Ah, on a l'air d'un égoïste. Oui. Intéressant. Alors, de façon générale, il y a à peu près la moitié des gens qui fonctionnent avec une mise en commun des revenus. Il y a à peu près le quart des gens qui fonctionnent au prorata du revenu, donc essaient d'équilibrer les écarts de revenus, puis un autre 15 qui fonctionnent plutôt par un partage 50-50. Mais il y a un truc qui réunit en particulier tout le monde, et c'est l'arrivée des enfants. Là, clairement, oui. Quand il y a un partage séparé des dépenses, on aura plutôt tendance à faire une mise en commun, parce que justement, ça devient un peu compliqué de savoir qui doit payer pourquoi, dans la mesure où l'enfant appartient aux deux. OK, puis dans tous ces modes de gestion-là, est-ce qu'il y a un groupe qui a plus raison que l'autre? Oh non, je pense que ça dépend. On disait justement que l'argent, c'est les valeurs, et donc il y a des gens qui préfèrent gérer ensemble, mais tout en commun, parce qu'ils ont le même style de vie, les mêmes valeurs et tout ça. Puis il y a des gens qui, au contraire, préfèrent garder leur petit jardin secret, puis tout ça. Là où il y a une grosse différence, par contre, c'est si on est marié ou si on est en union libre. Ouais. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Quand on est en union libre, c'est pas du tout la même chose que d'être marié. S'il arrive une séparation, même si on a 10 ans de vie commune, puis même si on a eu des enfants, chacun repart avec ce qu'il a payé, et ce sont les factures qui font la preuve. Donc, alors que quand on est marié, il y a le cadre juridique, puis il y a aussi le partage du patrimoine familial. Mais pour les couples en union libre, il faut que ce soit très clair, ça, qu'il y a une très grosse différence entre les deux. Fait qu'on garde nos papiers, même si on est convaincu qu'on va s'aimer pour toujours. C'est ça. Bien sûr. Parce que dans la vie, des fois, bon. Dans votre ouvrage, vous nous invitez à nous poser 60 questions pour mieux comprendre les gestions possibles. Je me permets d'en spoiler avec vous, question de donner vos conseils à notre communauté. Premièrement, à quoi on devrait penser si on emménage avec un nouveau ou une nouvelle partenaire? Il y a, en tout cas, les deux premières choses, moi, je dirais, c'est le fait d'être marié ou en union libre, de s'apercevoir que c'est pas la même chose, donc j'ai mentionné tantôt. Puis l'autre chose aussi, c'est de quelle manière on va organiser nos finances. Il y a ce qu'on appelle en anglais le money work, qui est vraiment la gestion quotidienne, le budget, ceux qui payent les comptes, s'assurer justement qu'il n'y a pas de compte en souffrance et tout ça. Mais il y a d'abord à qui appartient l'argent? Est-ce que c'est aux deux conjoints, à un seul des conjoints, puis est-ce qu'il y a des écarts de revenus entre les deux conjoints? Qui a accès à l'argent? Alors ça, c'est plus les comptes bancaires, c'est-à-dire accès à l'argent de l'autre, ou est-ce qu'on met tout en commun et donc est-ce qu'il y a un seul compte commun, ou est-ce que les deux conjoints gardent de l'argent chacun de leur côté? Et qui a le contrôle de l'argent? Parce qu'on n'oublie jamais d'où vient l'argent. Et généralement, la personne qui gagne le plus a plus de légitimité de dépenser, puis la personne qui gagne le moins va se sentir moins légitime. Donc, surtout pour les gros achats, ça compte. Et donc, je pense que c'est vraiment l'organisation qu'il faut regarder et les conséquences à court, moyen, long terme. Tantôt, on parlait du prorata du revenu, là. On a l'impression que c'est le mode de gestion qui est le plus égalitaire. Bien, quand il y a des grands écarts de revenus, la personne qui gagne le moins s'appauvrit à moyen et long terme, mais de façon importante. Parce qu'elle veut suivre le rythme de vie de son partenaire. Exactement. Donc, elle veut aller au même restaurant. Oui, Ça exactement. sera probablement pas le Valentine.
Non, c'est ça. Parce que justement, les vacances vont être plus chères aussi. En fait, le niveau de vie du couple va être à la hauteur du revenu de la personne qui gagne le plus. Puis d'un point de vue hyper concret, ce que vous avez écrit sur le déménagement m'a fasciné. Juste l'idée de quelqu'un va devoir laisser aller ses meubles ou pas. Voilà, c'est ça. Donc, il faut penser que peut-être vous allez vous séparer un jour, peut-être. Donc, c'est important effectivement de garder les factures parce que, comme on le disait tout à l'heure, advenant une séparation, vous repartez avec ce qui vous appartient. Donc, ça veut dire mettre les deux noms sur les factures. Ouais. Quand on achète, même si c'est pas les deux qui ont payé, ça peut être une solution. Et que ce soit des biens solides également parce que si vous vous arrangez pour que vous payez les peintures et puis l'autre paye les meubles, évidemment, vous n'allez pas repartir avec la peinture qui est sur vos murs. Donc, c'est un très bon point. Tu as mentionné la peinture, mais d'un point de vue culturel, les femmes payent plus souvent la nourriture puis qui s'évapore que les hommes. Exact. Donc les hommes ont tendance à déjà un pouvoir d'achat plus grand généralement, surtout au fil du temps, surtout s'il y a des enfants. Donc c'est eux qui vont avoir peut-être plus tendance à investir dans les biens solides, donc l'achat de la voiture, peut-être de la maison, des meubles, donc ce qui coûte plus cher. Puis les femmes, elles vont aussi, parce qu'elles s'occupent davantage encore maintenant du domestique, faire les courses, l'épicerie en repassant, etc. Puis tout ça, c'est des biens volatiles qui, évidemment, ne subsisteront pas au bout d'un certain temps et qui, en cas de rupture éventuelle hypothétique, mais c'est un bon rappel. Pas. Une deuxième question que vous soulevez, c'est la suivante. Est-ce que la personne qui gagne moins d'argent devrait faire plus de tâches à la maison? Dans l'économie domestique, ce qui est important, c'est de mettre non seulement l'argent dans la balance, mais le temps également. Intéressant. Et ce qu'on s'est aperçu dans notre étude, c'est que les hommes et les femmes n'utilisent pas la même logique souvent. Les femmes ont tendance à fonctionner par vase communicant. Je travaille moins, donc je vais faire plus de tâches domestiques. Alors que les hommes vont plutôt y aller en silo. On va discuter ensemble des tâches domestiques, c'est une chose. On va discuter par ailleurs des questions d'argent. Donc, ça ne s'entremêle pas nécessairement instinctivement. C'est ça. Ce qui est important, c'est que les deux se rendent compte de ça et qu'ils discutent avec la même logique, que ce soit silo ou vase communicant, pour que soit reconnu le travail domestique, parce que c'est vraiment là qu'il y a un enjeu extrêmement important. Le temps, c'est de l'argent, qu'on dit souvent d'ailleurs. Vous vous attaquez aussi à des gros mythes dans votre ouvrage, notamment l'idée qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes en couple au Québec, ils gagnent à peu près la même chose. C'est vrai? Non. Mais encore. Alors, en fait, les chiffres officiels nous disent qu'à peu près 30 des femmes au Québec gagnent plus que leur conjoint. Puis quand on veut dire gagnent plus que leur conjoint, c'est qu'elles contribuent pour 51 du revenu familial. Oui. Mais entre vous et moi, là, si vous gagnez 51 du revenu familial, vous allez probablement dire on gagne le même revenu, c'est la même chose. Fait que si on regarde les femmes qui contribuent pour 65 du revenu du ménage, donc vraiment celles qui gagnent plus que leur conjoint, on tombe à 18 Si on regarde les femmes qui ont des enfants mineurs, on tombe à 13 Et là, on a l'impression que, justement, ces femmes, c'est quand même peut-être des femmes qui ont réussi leur carrière. Des PDG. Exact, voilà, c'est ça. Des professionnels et tout. Il faut regarder le revenu qu'elles gagnent, ces femmes. Alors, dans le 13 de femmes qui ont des enfants mineurs et qui gagnent plus que leur conjoint, il y en a la moitié qui déclarent un revenu personnel de moins de 40 000 par année. 40 000 par année avec des enfants, quand on est le pourvoyeur principal, c'est pas énorme. Et si on veut en rajouter encore une couche, il y a des études américaines qui montrent que dans le tiers des cas où les femmes gagnent plus que leurs conjoints, ce sont des situations passagères qui vont se résorber après 3 ans. Incroyable. Donc, on n'est pas encore c'est circonstanciel. Oui, non, c'est ça. Et on parle de jeunes femmes, là, on ne parle pas de femmes très âgées. Là. J'ai de la misère à digérer ces informations-là. Je termine avec une question essentielle. Mettons là, que je cache des dépenses là, à mon partenaire, je suis normale, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Ça dépend. non, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Non, je plaisante. Par contre, ça dépendra de ce qui est caché, du montant de la fraude, on va dire. Mais de la fraude amoureuse, de la fraude de confiance. Non, mais ça peut être assez sain même d'avoir, parce que c'est une expression qu'on a déjà employée, on n'oublie pas d'où vient l'argent, c'est vrai. Ouais. Donc dans un couple où il y aura quelqu'un un des deux va gagner plus, il se peut qu'on doive puiser dans le revenu familial pour ses propres dépenses, sachant que l'argent qu'on utilise n'est pas forcément le nôtre, même s'il est mis en commun, il reste quand même qu'il y a une espèce de propriété qui est liée à l'argent. Ouais. Donc on peut se sentir un peu coupable d'aller dépenser un argent qui n'est pas à 100% le nôtre. Par contre, si ça devient des comptes cachés, des gros montants, donc ça peut dénoter un problème de confiance dans la relation. Donc la relation a un problème ou un problème qu'on a avec la dépense.
Ouais. Donc, ou alors le fait simplement que le mode de gestion du couple n'est pas idéal, n'est pas adéquat, donc il est à repenser. Puis donc ça peut être un signal d'alarme pour discuter, en tout cas pour repenser les choses. Puis est-ce qu'on peut avoir des problèmes d'économie? Est-ce que c'est fréquent d'économiser à l'insu de son partenaire? Je ne sais pas si c'est fréquent, mais ça arrive. En fait, c'est ça. On s'est aperçu qu'il y avait à peu près 10 des gens qui nous disent cacher de l'argent délibérément à l'insu de leur conjoint. Alors, à quoi sert cet argent-là? Ouais. Peut-être à de l'épargne, peut-être à se faire un petit coussin au cas où on se séparerait. Au cas où. Ça se peut C'est ça. aussi, au cas où, même si ça arrive à personne. Mais c'est pas malsain, et puis c'est normal aussi d'avoir des petits jardins secrets, puis d'avoir envie de Mais vous être, êtes tellement contrôlé. rassurante. Votre recherche est ultra confrontante, mais pouvez-vous, comme à deux, être ma mère, s'il vous plaît? Pouvez-vous me gérer pour le restant de ma vie? Bon, on y pensera, on en parlera plus tard. Merci pour vos conseils, Hélène Bello et Delphine Lebet. Merci à vous. Pour devenir des guerriers de l'amour et de l'argent, on se procure votre guide, on prend quelques grandes respirations, puis on se fait un souper en tête à tête.